C'est lui qui paie les factures. Moi, je m'amuse. Cédric a ricané en levant son verre bien haut, faisant gicler du vin blanc par-dessus le bord directement sur mon parquet en chêne massif. Tout le monde a éclaté de rire. Et par tout le monde, je veux dire ses amis à elle. Notre salle à manger, celle que j'avais rénovée moi-même durant 2 étés pendant qu'elle était en retraite de yoga, résonnait maintenant de rire suffisant. Ma main s'est serrée si fort autour de la bouteille de Cabernet que je servais que je suis surpris qu'elle n'ait pas explosé. Il lui a fait un clin d'œil. Elle n'a pas seulement souri, elle a rougi. Laissez-moi vous planter le décor. C'est notre 22e anniversaire de mariage, 22 ans. J'avais prévu une soirée tranquille à la maison. Quelque chose d'intime. J'avais fait mijoter sa souris d'agneau confite préférée, nettoyé la maison du sol au plafond, disposé des bougies partout, et même remis en marche la vieille platine vinyle. Du Charles Aznavour sur vinyle. Le grand jeu. C'était censé être juste nous deux. Puis, elle m'a dit nonchalamment autour d'un café, « Oh, j'ai invité quelques collègues du travail. » Juste une poignée. J'ai hoché la tête. D'accord. La compagnie ne me dérangeait pas. Je ne savais pas qu'il serait là. Cédric, son mari de bureau. Ce surnom avait commencé comme une blague de bureau il y a 2 ans. À l'époque, je levais les yeux au ciel. Maintenant, ça me faisait l'effet d'une brique dans l'estomac. Il est entré comme s'il était chez lui. Il a apporté une bouteille de whisky hors de prix et un bouquet de ses lys préférés, le même genre que je lui offrais à chaque Saint-Valentin. Je n'en avais pas acheté depuis des années. Elle disait qu'elle en avait marre des fleurs. Elle meurt, me disait-elle. Apparemment, pas quand c'est Cédric qui les offre. Une demi-heure après le début de la soirée, et je suis devenu l'étranger chez moi. Je me tenais au bord de ma propre cuisine, remplissant les verres comme un foutu barman. Chaque histoire tournait autour de leurs blagues d'entreprise, de leurs séminaires exotiques. Tu te souviens de cette soirée à Bordeaux? Peu importe ce que ça voulait dire. J'ai ri avec eux. J'ai souri. J'avais mal au visage, mais je n'ai jamais quitté la pièce. Et puis est venu ce toast. C'est lui qui paie les factures. Moi, je m'amuse. Cédric a ricané de nouveau. Une pause. Les regards se sont tournés vers moi. J'ai regardé directement ma femme. Elle a couvert sa bouche, mais ses épaules tremblaient. Elle riait. Allez, c'est juste une blague, a-t-elle gazouillé. Je me suis retourné vers le bar et j'ai continué à verser. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous êtes probablement plus intelligent que je ne l'étais à l'époque. La plupart des gens ne seraient pas restés silencieux. Mais laissez-moi vous dire, le silence n'est pas de la faiblesse. Le silence, c'est de la concentration. Le silence, c'est de la planification. Et avant de continuer, si vous êtes l'une de ces personnes qui écoutent mais ne sont pas encore abonnées, allez-y et cliquez sur ce bouton. Ça me dit, à moi et à l'équipe, que ce genre d'histoire vaut la peine d'être racontée. Et je vous promets, celle-ci se termine exactement comme elle le devrait. Plus tard dans la soirée, après que Cédric a accidentellement renversé de l'eau près du canapé et que je suis allé chercher des serviettes, j'ai demandé à ma femme si nous pouvions parler en privé. J'étais calme. Calme comme l'œil du cyclone. Devant tout le monde, a-t-elle demandé. Non, juste nous deux. Dehors, sur la terrasse, elle a soupiré comme si je lui avais demandé de se couper un bras. Tu ne vas pas recommencer, a-t-elle chuchoté. Recommencer quoi, ai-je demandé, sincèrement incertain du scénario qu'elle suivait. Faire le jaloux, le possessif. C'est un ami. Tu te ridiculises. Je l'ai regardé. Juste regardé. C'est à ce moment-là que son amie Valérie est arrivée en valsant, à moitié ivre et très bruyante. Oh mon Dieu! Tu es encore en train de faire ton bizarre avec Cédric, a-t-elle bafouillé. Il faut vraiment que tu passes à autre chose. Je demande juste à parler à ma femme, ai-je dit. Valérie a pouffé. Excuse-toi auprès de lui. Tu as été impoli pendant son toast. C'est son anniversaire aussi, pas juste le tien. Ma femme n'a pas objecté. Elle a haussé les épaules. Il ne pensait pas à mal. Sois le plus intelligent des deux, d'accord? Je l'ai fixé pendant 5 secondes entières. C'est fascinant à quel point 5 secondes peuvent changer une âme. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je devrais m'excuser. Valérie a rayonné.
Ma femme a expiré comme si j'avais enfin dit quelque chose de sensé. Cédric a levé son verre depuis l'autre bout de la pièce et m'a fait un salut paresseux de 2 doigts. Il pensait probablement que j'allais faire un discours ou lui serrer la main. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de gagner la soirée. J'avais juste besoin de gagner la fin. Son téléphone a vibré à 23h43. Je me souviens de l'heure exacte parce que je rinçais les verres à vin quand il s'est allumé. Elle était montée à l'étage pour décompresser avec un bain, selon ses mots, et avait laissé son téléphone face visible sur le comptoir de la cuisine, à quelques mètres de là où je frottais du rouge à lèvres sur un verre qu'elle prétendait appartenir à quelqu'un des RH. Ce n'était pas sa teinte, et ce n'était pas celle de Valérie non plus, mais je n'ai rien dit sur le moment. Je jouais encore à l'idiot, faisant semblant de ne pas me sentir comme un majordome non payé dans ma propre maison. L'écran s'est allumé à nouveau. Aperçu du message, Cédric, tu me manques déjà. Même heure la semaine prochaine. J'ai fixé ce rectangle lumineux comme s'il avait un battement de cœur. Je ne fouinais pas. Je ne cherchais rien. Je ne violais rien. Elle l'avait laissé là. Et Cédric, que Dieu bénisse sa stupidité prévisible, envoyait des SMS comme un ado en chaleur. Aucune discrétion. J'ai séché mes mains calmement, pris le téléphone, et je l'ai déverrouillé. Elle utilisait toujours notre date de mariage comme code, ironique, et j'ai appuyé sur la conversation. Elle s'est ouverte instantanément. Aucune hésitation, aucune arrière-pensée, et j'ai commencé à lire. La première chose qui m'a frappé n'était pas les « je t'aime » ou les « j'ai hâte de te revoir ». C'était l'ennui. Ce n'était pas passionné. Ce n'était pas romantique. C'était logistique, comme 2 cadres moyens coordonnant un séminaire. Salut, c'est encore moi. Non, la dernière fois la réception a posé trop de questions. Peut-être un Airbnb cette fois. Mais ça sur la carte corporate. Le repérage de proximité client a fonctionné la dernière fois. N'oublie pas d'ajouter le petit déjeuner à la facture pour que ça ne paraisse pas suspect. Oh, et dis à Marc si quelqu'un demande pour ce week-end. J'étais à Lyon. Marc, je ne savais même pas encore qui c'était. Un autre pion, j'ai supposé. J'ai continué à faire défiler. Le vrai coup de poing est venu avec les reçus, les photos, les factures PDF. Elle lui transférait littéralement des confirmations d'hôtel depuis notre email commun. J'ai vérifié le dossier des éléments envoyés. Réservation pour 2, jamais à son nom. Toujours au sien. Toujours avec un objet de planification cohésion leadership. Mon œil. Et voici la cerise sur le gâteau, à 3 occasions distinctes, elle a utilisé notre carte de crédit commune pour payer. Pas celle de l'entreprise. La nôtre. Celle qu'on utilisait pour faire les courses au supermarché. Celle que je remboursais chaque mois en pensant qu'on était une équipe. Je me suis transféré toute la conversation. Tout. Puis j'ai creusé plus profond. Elle avait activé les sauvegardes sur son téléphone. Photos synchronisées sur son cloud et je connaissais le mot de passe, le même qu'elle utilisait pour nos comptes Netflix. Je me suis connecté lentement, méthodiquement, comme un chirurgien incisant autour d'une artère. Elles étaient là, un selfie flou dans le miroir, elle dans un peignoir d'hôtel, tenant une coupe de champagne, les lèvres en cul de poule. Une autre, lui en arrière-plan, torse nu, se brossant les dents, n'essayant même pas de se cacher. Et puis une série de messages avec une application de voyage confirmant des dates dans des villes qui ne correspondaient pas à son agenda. Conférence à Bruxelles, m'avait-elle dit en février, mais les photos étaient géolocalisées à Annecy. Un petit chalet douillet, feu de cheminée rugissant, légende, enfin déconnectée, clin d'œil. J'ai fixé l'écran et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose. Pas de la tristesse, pas de la trahison. De la clarté. Ce n'était pas une erreur d'ivresse. Ce n'était pas une chose en a entraîné une autre. C'était une infrastructure. C'était une routine, comme se brosser les dents ou pointer au travail. Une vie entière séparée. Et c'est moi qui payais la note. À l'étage, j'ai entendu l'eau s'arrêter. Les tuyaux ont vibré. Elle fredonnait, elle aussi. J'ai calmement replacé le téléphone exactement là où elle l'avait laissé. Je suis allé dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon disque dur externe, étiqueté pour plus tard. Pas de drame, pas de notes, juste des données froides et implacables. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire,
mais je savais ceci, la prochaine fois que j'entendrais « c'est juste mon mari de bureau », quelqu'un allait perdre beaucoup plus qu'un emploi. Le lendemain matin, elle m'a embrassé sur la joue, a attrapé son mug de matcha à emporter et a filé par la porte comme si elle n'avait pas juste fait exploser notre mariage avec une facture d'hôtel. Grosse journée aujourd'hui, revue client, a-t-elle dit. Souhaite-moi bonne chance. Je lui ai souhaité le silence à la place. Je ne l'ai pas eu. Elle a laissé son verre de vin vide dans l'évier, sa serviette mouillée sur le sol de la salle de bain, sa vaisselle sale dans le salon, toutes les preuves de quelqu'un qui ne s'attendait jamais à ce que quoi que ce soit change. Et peut-être qu'elle avait raison, parce que je n'ai toujours pas dit un mot. Mais j'ai commencé à m'organiser. J'ai fait un tableau Excel. Colonne, date, lieu, reçu, note de justification, code couleur vert pour les week-ends d'adultère confirmés, jaune pour les dépenses suspectes, rouge pour les charges sur la carte commune. Il s'avère que Cédric aimait vraiment les hôtels de charme avec un éclairage moderne, et elle avait l'habitude de déclarer des frais kilométriques même quand les destinations ne correspondaient pas. Dans un cas, elle a facturé une course Uber de 78 € pour aller à un panel caritatif. Drôle, considérant que le Uber s'arrêtait à l'immeuble de Cédric. Ensuite, j'ai fouillé dans ses emails. On pourrait penser que quelqu'un ayant une liaison serait plus prudent, mais non. Elle utilisait le même compte Gmail pour sa vie personnelle et professionnelle. Et entre les notifications Slack et les devis de fournisseurs, il y avait un fil d'or de communication entre elle et Cédric, enterré sous des invitations de calendrier et du désordre numérique. Des salles de réunion réservées sous de faux noms de projet. Le séminaire d'équipe à la Défense était en fait une suite au Marriott avec jacuzzi. La carte de l'entreprise a payé la note. Elle a mis l'assistante de direction en copie pour que ça ait l'air légitime. J'ai fait des captures d'écran de tout. Puis sont venues les photos. J'ai passé une soirée entière à peigner ses sauvegardes cloud. Je me sentais sale, mais pas de la manière dont vous pensez. Pas comme si je violais sa vie privée. Non, j'avais l'impression de peler les couches d'une infection qui grandissait juste sous ma peau depuis des années. Il y avait des selfies, beaucoup, pas toujours intimes, mais toujours des moments privés censés être gardés loin de moi. Elle sirotant des cocktails dans des lounges d'hôtel. Ses pieds sur le tableau de bord de la voiture de quelqu'un d'autre. Une photo floue d'elle tenant une clé de chambre avec 201 écrit au marqueur noir. La montre de Cédric visible sur son poignet. Celle-là a piqué un peu. Je me souviens quand je lui ai acheté ce bracelet. Elle ne le portait sur aucune de ses photos. Au fond de notre tiroir de cuisine, coincé derrière des coupons expirés et des piles orphelines, j'ai trouvé une copie froissée d'une liste de Noël qu'elle avait imprimée en décembre dernier. Nom des gens pour qui on achetait des cadeaux, collègues, familles éloignées, et là, sous aux femmes de Cédric, quelque chose de barré. Son nom, Adrienne. Je l'ai googlé. Ça a pris 5 minutes pour trouver son LinkedIn. De là, l'annuaire de son entreprise. De là, son email. Je n'ai rien écrit pour l'instant. Pas encore. Je n'étais pas prêt à craquer l'allumette, mais je l'ai copié dans mes notes, marqué d'une petite étoile rouge, un des nombreux pions qui s'alignaient maintenant comme sur un échiquier. Cette même nuit, j'ai acheté un deuxième disque dur externe. J'ai tout sauvegardé, double copie, une cryptée, une cachée sous un dossier nommé Impôt 2016. Puis j'ai créé un dispositif de l'homme mort, un email programmé pour s'envoyer à moi-même toutes les 72 heures à moins que je ne le désactive manuellement, juste au cas où. Et à travers tout ça, je n'ai jamais élevé la voix, je ne l'ai jamais confrontée. Elle rentrait à la maison, enlevait ses chaussures, se servait un verre de vin et faisait défiler TikTok comme si rien ne se tramait sous son toit. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Elle disait, Cédric a un nouveau client. Je vais peut-être devoir voyager bientôt. Et je hochais la tête comme un idiot. C'est super, disais-je, mais je ne hochais pas la tête en signe d'accord. Je hochais la tête pour moi-même parce que j'avais ce qu'il me fallait maintenant. Un levier. Pas de la rage, pas du chagrin. Un levier. Le genre qu'on n'utilise pas tout d'un coup. Le genre qu'on garde jusqu'au moment précis où il fera le plus de dégâts avec le moins d'efforts. Elle pensait que j'étais faible parce que je ne criais pas. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que quand je parlerais enfin, ça ne ressemblerait pas à des cris. Ça ressemblerait à la vérité amplifiée, sauvegardée et horodatée. Quand les fondations sont pourries, on ne détruit pas la maison dans un accès de colère. On desserre une poutre silencieusement. Puis on attend que la gravité fasse son travail.
Cette poutre était un type nommé Antoine. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais je me souvenais qu'il avait atterri au service juridique de son entreprise. On jouait au poker ensemble à l'époque où les gens avaient encore du liquide et se regardaient dans les yeux. C'était le genre d'homme qui appréciait la discrétion, et plus important encore, il détestait qu'on lui mente, surtout si ça mettait son travail en danger. Alors, je l'ai appelé. Un café, ai-je demandé. Il a hésité un instant. Tout va bien? Je veux juste te soumettre quelque chose. Une hypothèse. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café en bordure du quartier d'affaires. Terrain neutre. Pas de potin de bureau. Pas de collègues regardant par-dessus les épaules. Il avait l'air plus vieux mais toujours vif. Costume rayé, fausse Rolex, des yeux qui scannaient tout 2 fois avant de parler. J'ai glissé un dossier sur la table. À l'intérieur, une impression censurée, confirmation de réservation d'hôtel, ligne vague sur un relevé de carte corporate, email avec date et lieu, mais aucun nom. Je gardais une dénégation plausible propre. Il a feuilleté les pages lentement, hochant la tête, puis s'est arrêté. Si un responsable de compte senior, ai-je commencé en remuant mon café lentement, disons hypothétiquement, utilisait des voyages financés par l'entreprise pour faciliter une relation non déclarée avec un autre employé et passait ça en frais de développement client. Il n'a pas parlé d'abord, puis il a expiré. Tu es sérieux? C'est une hypothèse. Bien sûr. Il a tapoté la table une fois. Hypothétiquement, c'est une violation de politique. Violation de conformité. Ça pourrait déclencher un audit interne. Ça dépend jusqu'où ça va. Il a fermé le dossier. Elle fait ça depuis un moment, n'est-ce pas? A-t-il dit sans lever les yeux. Je n'ai pas répondu. Après un long moment, il s'est penché. Voix plus basse. Tu veux que je dépose ça sur le bureau des RH anonymement? Laissez flotter le truc? J'ai fixé mon café, hoché la tête une fois. Il a tapoté le dossier contre la table 2 fois, puis l'a glissé dans sa mallette comme si ce n'était rien de plus qu'un menu. Tu ne m'as pas donné ça, a-t-il dit. On a juste pris des nouvelles, pas vrai, ai-je dit. Il a fait une pause. Ça va, toi? Je l'ai regardé pendant une longue seconde et j'ai dit, jamais aller mieux. Et je le pensais. Je suis rentré chez moi ce soir-là comme si je n'avais pas juste fait vaciller le premier domino. J'ai fait le dîner, je n'ai pas brûlé le poulet, je lui ai versé un verre de son rouge préféré, celui qu'elle disait toujours être trop cher pour boire en semaine jusqu'à ce que Cédric commence à l'acheter. Elle est entrée juste après 20h, a laissé tomber son sac sur le banc. Le boulot était bizarre aujourd'hui, a-t-elle dit, prenant une gorgée sans demander d'où venait le vin. Les gens sont tendus. Je ne sais pas. Quelque chose cloche. J'ai hoché la tête avec sympathie. Peut-être qu'il y a un plan social qui arrive. Elle a haussé les épaules. Ça se pourrait. C'est juste que tout le monde est calme tout d'un coup. Puis elle a ajouté presque comme une blague, Cédric pense que quelqu'un se fait peut-être enquêter. J'ai failli rire. Au lieu de ça, j'ai souri doucement. Ce serait quelque chose. On a mangé, regardé la moitié d'une télé-réalité qu'elle aimait. Elle faisait défiler son téléphone, envoyant probablement des SMS à lui. J'étais assis à côté d'elle, calme comme un lac en hiver. Elle n'avait aucune idée que d'ici le matin, quelqu'un de la conformité allait signaler une transaction et lever un sourcil. Que des emails seraient lus, qu'une recherche par mots-clés biperait sur Chalet Annecy, qu'Antoine s'assurerait que tout paraisse organique. Elle pensait que j'étais encore coincé en phase 1, blessé, étourdi, accablé. Elle ne réalisait pas que j'étais déjà en phase 4. D'ici la fin de la semaine, les engrenages tourneraient, silencieux et mécaniques. Et Cédric? Eh bien, il allait apprendre ce que ça fait d'être passé au crible d'une enquête RH menée par des gens qui n'aiment pas qu'on leur mente. Je ne sabotais pas sa vie. J'enlevais juste mes mains des freins. Si vous voulez savoir qui est vraiment quelqu'un, oubliez ses SMS. Regardez ses transactions. C'était un mercredi pluvieux quand j'ai ouvert notre compte joint. Je payais les factures depuis ce truc depuis plus de 2 décennies. Et comme la plupart des maris qui font le sale boulot financier, je connaissais le rythme. Course le dimanche, essence à la station près de son bureau, folies occasionnelles, rien de vraiment déplacé jusqu'à récemment. Ça a commencé avec un prélèvement récurrent de 92 € pour une salle de sport, une salle où je savais pertinemment qu'elle n'avait jamais mis les pieds. Elle détestait les salles de sport,
disait que ça sentait le caoutchouc et l'insécurité, mais cet endroit était huppé, haut de gamme, et après une petite recherche, exactement à 2 rues de l'immeuble de Cédric. Puis sont venues les livraisons de repas à 48 € par semaine. Elle m'avait dit qu'elle réessayait le jeûne intermittent, sauf qu'elle rentrait à la maison le ventre plein. Pas de sac de plats à emporter, pas d'emballage, juste l'énergie suffisante et satisfaite de quelqu'un qui a eu ce qu'il voulait et n'a pas besoin de l'expliquer. Puis le forfait Spotify Famille. Sauf qu'on n'a pas d'enfant et je n'écoute pas de musique sur Spotify. Et soudain, un certain Rick partageait sa playlist intitulée Le lendemain de veille. Je n'ai pas explosé. J'ai recoupé les adresses, la salle de sport, le point de livraison des repas, même un pressing de luxe, tous à distance de marche de l'appartement de Cédric. Drôle comme les gens oublient que la géographie physique est une forme de preuve. Mais c'est là que c'est devenu amusant. J'ai remarqué qu'elle avait ouvert un compte bancaire séparé il y a 3 mois. Même banque, agence légèrement différente. Aucune mention à moi, bien sûr. Mais une gaffe dans notre déclaration d'impôt commune, elle l'avait ajouté à son rapport d'intérêts fiscaux. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis allé à l'agence le lendemain, j'ai parlé au même conseiller qui nous a aidés à renégocier le prêt de la maison en 2013. Je lui ai dit que je préparais une planification successorale et que j'avais besoin des relevés historiques. Il n'a pas scié. Il a tout imprimé. Son compte secret n'était pas pour cacher de la richesse. C'était pour cacher un comportement. Des frais Uber hebdomadaires, toujours tard le soir, finissant toujours à ce même foutu carrefour près de la tour de Cédric. Des rendez-vous au salon de coiffure les jours où elle me disait avoir des déjeuners clients, et un achat particulièrement audacieux, une carte cadeau pour un bar à vin. Cédric a posté une photo dans ce même endroit sur Instagram 3 jours plus tard, en le taguant. Les meilleures soirées sont celles qu'on ne prévoit pas. Subtil. J'ai scanné chaque relevé, compilé le schéma, et j'ai nourri mon dossier de preuves grandissant. À présent, il était épais, catégorisé, horodaté, recoupé. Puis j'ai appelé un avocat, indiscret. Le genre qui ne fait pas de pub sur les bus. Le genre qui traitait de protection d'actifs, d'expertise judiciaire conjugale et de sortie discrète. Il a regardé les relevés. N'a même pas sourcillé. C'est solide, a-t-il dit. Ça peint une narration. J'ai hoché la tête, mais j'ai dit, je ne suis pas encore prêt. Il a haussé un sourcil. Pourquoi pas? Je veux une chose d'abord, ai-je dit. C'est quoi? La regarder me mentir en face. Une fois de plus. Il a souri. C'est froid. C'est contrôlé, ai-je corrigé. Il m'a rendu le dossier. Vous avez déjà gagné. Vous ne lui avez juste pas encore dit. Je suis sorti avec le disque dur dans la poche de mon manteau. Son poids était étrangement réconfortant. Ce soir-là, elle est rentrée tard. A blâmer les embouteillages. A blâmer une crise par email. A blâmer un dîner fournisseur qui a débordé. Le refrain habituel. J'ai demandé, alors, comment va la salle de sport? Elle a cligné des yeux. Quoi? La nouvelle? Celle qui te prélève 92 € par mois. Oh. Elle a ri maladroitement. Ouais, je n'y suis pas allé depuis un moment. J'ai souri. Oh, ai-je dit. Dommage. Cet endroit a de super avis sur Google, surtout pour les gens qui habitent près des tours du parc. Son visage n'a pas bronché. Elle était meilleure que ça. Mais elle est devenue silencieuse et je l'ai laissé penser qu'elle s'en était tirée, parce que maintenant je ne construisais pas un dossier. Je construisais une fin, une qu'elle ne verrait pas venir jusqu'à ce que les lumières s'allument et que les murs cèdent. 1 € à la fois. Objet, je pensais que vous devriez savoir avant que l'entreprise ne le sache. J'ai joint une capture d'écran, juste une. Pas la plus explicite, pas la plus accablante, mais suffisante. Son mari torse nu dans le miroir d'une suite à yacht tenant un plateau de service d'étage. Ma femme en arrière-plan, peignoir flou attaché à moitié, souriant à la caméra avec une légende, Round 2. Je ne m'attendais pas à une réponse rapide. En fait, je m'attendais à de l'hésitation, du déni, du choc. Au lieu de cela, elle est arrivée 6 minutes plus tard. Je veux tout. C'était ça. Pas de politesse, pas d'outrage, juste une précision chirurgicale. Elle s'appelait Adrienne, la femme qui, selon la liste de Noël de l'an dernier,
et aimait les trucs de spa et les bougies parfumées à la rose. Elle était plus grande que ma femme, blonde, aux traits fins, le genre de femme qui ne riait pas fort mais dont la présence remplissait une pièce quand même. Je me souvenais l'avoir rencontrée une fois, brièvement lors d'une fonction professionnelle. Elle portait du noir, parlait peu, mesurait. Elle savait au moins une partie de l'histoire. Nous avons convenu d'un moment, un appel téléphonique, pas de vidéo, pas de SMS. Quand elle a répondu, elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste demandé, depuis combien de temps? Plus d'1 an, peut-être plus, ai-je dit. Elle n'a pas soupiré, n'a pas pleuré. Ça correspond, a-t-elle répondu. Je pensais que ça avait commencé au printemps dernier quand il a arrêté de porter son alliance et a commencé à programmer des dîners d'équipe un vendredi sur 2. Les mêmes vendredis où elle rentrait tard, ai-je dit. Elle a ri. C'était court, amer. Ils pensent qu'ils sont malins. Ils ne le sont pas, j'ai tout documenté, ai-je dit. Reçu, photo, réservation, email des deux. Pareil, a-t-elle dit. Ça m'a arrêté. Vous le traquez? De temps en temps. Il est négligent avec les métadonnées. J'avais un détective privé une fois, mais je n'étais pas prête à tout faire sauter. Maintenant je le suis. Sa voix n'a pas tremblé. Au contraire, elle avait ce même calme glacial avec lequel je me promenais depuis des semaines. Nous étions deux fantômes orbitant autour de la même explosion, attendant juste la détonation. J'ai exposé mon plan. Rapport RH déjà prêt, le terrain juridique préparé, dossier financier dupliqué et sauvegardé 2 fois. Je lui ai dit que je n'allais pas les confronter, pas directement. J'allais les laisser continuer jusqu'à ce que le moment public arrive, jusqu'à ce qu'il me donne l'opportunité parfaite. Elle a approuvé. On bouge ensemble, a-t-elle dit. Dites-moi l'heure et le lieu. Avant de raccrocher, elle a demandé, est-ce que votre femme sait que vous êtes au courant? Non. Pareil pour vous? Une longue pause. Vous savez, a-t-elle dit finalement. C'est une drôle de forme de soulagement de savoir que quelqu'un d'autre voit ça. Quelqu'un qui ne va pas chercher d'excuses. Ouais, ai-je dit. Quelqu'un qui ne va pas pardonner. Elle n'a pas dit au revoir. Elle a juste raccroché. Après, je suis resté dans mon bureau dans le noir pendant un long moment, fixant le tableau en liège où j'avais épinglé une chronologie des voyages et transactions. Son nom à lui, date, lieu, chaque ficelle reliant une autre trahison. J'ai pris une de ces punaises, rouges, et je l'ai plantée sur le jour où nous agirions. Ce n'était pas encore marqué, mais je savais que ça arrivait bientôt. Cette nuit-là, ma femme s'est glissée dans le lit à côté de moi et a embrassé mon épaule. Tu es silencieux ces derniers temps, a-t-elle dit. Juste fatiguée, ai-je murmuré. Elle s'est blottie comme si rien n'avait changé, comme si elle n'avait pas violé chaque vœu que nous ayons jamais fait. Comme si elle n'avait pas transformé notre foyer en farce. Sa respiration a ralenti. J'ai regardé le ventilateur de plafond tourner. Quelque part à travers la ville, Adrienne faisait la même chose. Allongée à côté d'un menteur, clignant des yeux dans le noir, attendant. Nous n'étions pas des victimes. Nous étions des témoins. Et très bientôt, nous serions des bourreaux. 2 semaines plus tard, nous organisons une autre réunion, plus petite cette fois. Pas de grands discours, pas de grands dîners, juste du vin, des hors-d'œuvre et l'illusion de la civilité. Ma femme a dit que c'était sa façon de rendre les choses normales à nouveau après un mois stressant au travail. Elle utilisait ces mots comme si nous étions tous les deux assiégés par le même ennemi invisible. Comme si je n'avais pas créé la turbulence dans laquelle elle se noyait. Elle n'avait aucune idée qu'elle nageait dans une marée que je cartographiais depuis des semaines. La liste des invités était son cercle le plus proche, ce qui incluait de manière prévisible Cédric. Bien sûr. Il est entré comme s'il n'avait pas été discrètement suspendu la veille en attente d'enquête. Son entreprise ne lui avait pas encore dit. Ils avaient lancé la revue en interne, calmement. Et ça n'arriverait pas dans sa boîte mail avant lundi. Les roues tournaient déjà. Mais vendredi soir, il s'est pavané comme un coq de compétition. Veston sport neuf, Rolex un peu trop poli. J'ai repéré l'eau de Cologne, la même que j'avais sentie sur le manteau de ma femme en décembre dernier, celle qu'elle prétendait appartenir à un collègue du marketing. Il l'a prise dans ses bras, l'a embrassée sur la joue. Pas devant tout le monde, non, mais assez près. Ils se sont mêlés aux autres, on rit, on portait des toasts. Cédric tenait la cour à nouveau,
tout comme à la fête d'anniversaire. Cette fois avec encore plus de suffisance, comme si cette dernière petite cascade publique lui avait valu un accès permanent au sanctuaire intérieur. J'ai versé des verres, souri, joué à l'hôte. Je lui ai offert un scotch de ma réserve personnelle. Il l'a pris, m'a donné une tape dans le dos comme si nous étions de vieux amis. Les choses se sont vraiment arrangées, hein, a-t-il dit. Content qu'on ait crevé l'abcès. J'ai hoché la tête lentement. Ouais, on peut dire ça. La soirée s'écoulait comme du sirop tiède. Ses amis voletaient autour en louant les amuse-gueules, commentant la bonne ambiance. Elle portait les mêmes masques qu'elle portait toujours. Sourires éclatants, grands yeux, fausse empathie. Mais j'ai remarqué les regards en coin, les voix baissées, la tension sous leurs blagues. Puis, vers 21h15, c'est arrivé. Valérie, la même qui avait exigé que je sois le plus intelligent la dernière fois, remplissait son verre et a décidé de remuer la merde. Alors elle a gloussé, « Est-ce que tu as fini par t'excuser auprès de Cédric ? Tu sais, pour l'incident du toast. » Elle a fait un clin d'œil, à moitié ivre, totalement agaçante. Ma femme m'a lancé un coup d'œil rapide. Neutre, testant le terrain. Cédric s'est adossé au comptoir, verre en main. C'est de l'histoire ancienne, a-t-il dit. Mais il avait ce sourire en coin. Ce même sourire que la dernière fois. Et j'ai souri. En fait, ai-je dit, non, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais le faire maintenant. La pièce a changé d'atmosphère. Pas un silence dramatique, mais un recalibrage subtil. L'attention de tout le monde s'est tournée. Valérie s'est figée au milieu d'une gorgée. Cédric a cligné des yeux. Je me suis levé lentement, j'ai posé mon propre verre et j'ai marché vers lui. Pas précipité, pas théâtral, juste délibéré, calme. Je pouvais le sentir. Le bord du précipice, le souffle que tout le monde retenait. Ils pensaient qu'ils allaient voir un homme s'aplatir. Cédric a bombé le torse, s'attendant à une poignée de main ou peut-être une accolade virile. Son sourire s'est élargi, immérité et stupide. Et j'ai imité son sourire. Je suis désolé, ai-je dit. Il a haussé les sourcils. Un petit rire s'est formé dans sa gorge. Je suis désolé que tu n'aies pas su. Il a cligné des yeux. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Que ta femme lit ses messages aussi. Derrière lui, Adrienne, élégante en noir, inaperçue jusqu'à présent, s'est avancée silencieusement, comme une ombre se détachant du mur. Cédric s'est tourné à demi, confus. Puis l'écran s'est allumé, brillant, aveuglant. Photos, conversations, réservation de chambre. Adrienne a vu l'écran la première, et elle a commencé à hurler. Pas des mots, pas des accusations, juste un son aigu, guttural, qui a fissuré l'air comme un coup de feu. Des verres à vin se sont entrechoqués, des pieds ont traîné. Quelqu'un a halté. Le visage de ma femme s'est vidé de son sang. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? A-t-elle dit, sa voix soudainement minuscule. Je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas encore ce moment-là. C'était juste la pause avant la chute, la dernière inspiration avant que la bombe ne touche le sol. Tout le monde regardait maintenant, et j'avais toute leur attention. J'ai pris une respiration, le genre de respiration qu'on ne prend qu'une fois qu'on a déjà décidé exactement de ce qui va suivre. Cédric se tenait à 1 mètre de moi, portant toujours ce regard suffisant et posé, celui d'un homme qui pense s'en être tiré. Ma femme traînait près du couloir, figée sur place, verre en main, essayant de lire l'air avant de s'engager dans une réaction. Elle a toujours été douée pour suivre le ton dominant d'une pièce. Dommage que cette fois, ce n'était pas elle qui le donnait. Je suis désolé, lui ai-je dit. Il a haussé un sourcil, un sourire en coin se formant comme une horloge. Et mec, c'est. Je l'ai coupé. Je suis désolé que tu n'aies pas su. Son front s'est plissé. Que ta femme lit ses messages aussi. Silence. Un battement trop long. Un battement de cœur étiré trop loin. Puis j'ai plongé la main dans ma poche et sorti mon téléphone. Calme. Pas de main tremblante, pas de rage, juste du mouvement. Je l'ai déverrouillé avec mon pouce, navigué vers la conversation sauvegardée, et je l'ai incliné vers lui. Il a fallu un moment pour que son visage enregistre les mots. Puis est venu le tressaillement de sa mâchoire, le plissement de ses yeux, la panique silencieuse d'un homme essayant de calculer à quel point il vient d'être exposé devant une pièce remplie de gens. Derrière lui,
Adrienne s'est rapprochée. Elle n'avait pas encore dit un mot, n'avait même pas cligné des yeux. Mais maintenant, elle se penchait et voyait l'écran. Voyait les messages de son mari. Ses yeux sont devenus blancs. Elle a regardé Cédric comme si elle voyait un étranger sortir du sol de son salon. Elle a hurlé. Pas un mot, pas un nom, pas même une phrase, juste un son. Aigu, animal, involontaire, le genre qui coupe l'oxygène d'une pièce. Quelqu'un a laissé tomber un verre près de l'îlot central. Il s'est brisé contre le carrelage. Un réflexe. Personne n'a bougé pour le ramasser. La main de Valérie a volé à sa bouche. Un autre invité a reculé comme s'il esquivait un feu d'artifice qui n'avait jamais explosé. Ma femme, celle qui m'avait dit d'être le plus intelligent, celle qui avait ri à la blague de l'anniversaire, qui m'avait laissé être l'hôte, nettoyer et servir les boissons pendant qu'il flirtait dans mon salon. Elle a fait 2 pas hésitants vers moi. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle chuchoté. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé mes yeux sur Cédric. Vas-y, ai-je dit. Lis-le à voix haute. Ou peut-être juste la partie où elle dit que l'hôtel à Annecy était mieux. Tu n'as pas ronflé cette fois. Adrienne l'a bousculé et a arraché le téléphone de ma main. Ses mains tremblaient, mais son expression était figée. Elle a fait défiler 1 fois, 2 fois. Puis elle a verrouillé le téléphone et l'a jeté sur le comptoir comme s'il la brûlait. Elle s'est tournée vers ma femme. Pas vers Cédric. Pas vers la pièce. Juste elle. Toi, a-t-elle dit. Ma femme ne pouvait plus respirer. Je regardais sa poitrine se soulever et s'abaisser trop vite. Je n'ai pas, Adrienne a ri. Pas un rire drôle. Le genre qui caille au fond de la gorge. Tu ne vaux même pas la peine que je crie. Puis elle est sortie par la porte d'entrée. Cédric a essayé de suivre Adrienne. Je me suis interposé devant lui. Laisse-la peut-être partir. C'est peut-être la dernière femme dans ta vie qui sait encore comment partir avec dignité. Il m'a foudroyé du regard comme un chien acculé. Tu as planifié ça. J'ai incliné la tête. Tu as PN de raison que je l'ai fait. À travers la pièce, l'un des invités a chuchoté à un autre, « Qu'est-ce qui se passe bordel ?» J'ai levé légèrement mon verre comme pour porter un toast. Infidélité, fraude et suicide professionnel. Mais les amuse-bouches étaient bons, non? Ma femme s'appuyait maintenant sur le comptoir de la cuisine, pâle, tremblante, fixant le carrelage comme si elle pouvait passer au travers si elle clignait assez fort. « Tu savais ?» a-t-elle dit. « Oh, je savais, ai-je répondu. J'ai juste choisi le moment et l'endroit où la vérité aurait le meilleur public. » Elle a fait un pas en avant. « Il faut qu'on parle. »« Non, ai-je dit, d'une voix égale. »« Il faut qu'on arrête. » Puis je me suis retourné vers Cédric. « Bonne chance pour expliquer à ta boîte comment tous ces voyages à Lyon ont fini en chambre d'hôtel à Annecy facturés sur les budgets clients. » Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Pour la première fois de la soirée, il n'avait rien d'intelligent à dire. Et je n'avais pas fini. Pas encore. Valérie s'est précipitée à ses côtés comme un fidèle soldat qui n'avait aucune idée que sa reine venait d'être détrônée de la manière la plus laide possible. Elle a passé un bras autour de ma femme, chuchotant quelque chose, probablement une variation de « ni », détourne, limite les dégâts, mais c'était inutile. Tout le monde dans cette pièce avait vu ce qu'ils avaient vu. Tout le monde avait entendu Adrienne hurler. Tout le monde m'avait vu, calme comme un saint, lâcher une bombe de vérité si précise qu'elle ne laissait aucune place à l'interprétation. Cédric se tenait figé près de la porte d'entrée, un pied encore à moitié dehors. Il n'avait pas suivi Adrienne. Il ne pouvait pas. Cette porte s'était fermée brutalement derrière elle. Elle ne laissait derrière elle aucune larme, aucun dernier mot, juste le silence et un écho creux dans sa poitrine. Il ressemblait à un homme qui réalisait enfin la différence entre une erreur et une habitude. Et ma femme. Elle se tenait là, verre de vin toujours en main, les jointures blanches. Ses yeux passaient de moi au verre brisé sur le sol, au regard vide de Cédric. Ses lèvres bougeaient, mais rien ne sortait au début. Puis finalement, elle a chuchoté, « On doit parler. » Je l'ai juste regardé, pas avec colère, pas même avec déception. Avec finalité. « Non, ai-je dit. Tu dois parler à ton avocat. » Et je suis parti. Pas de claquement de porte dramatique, pas de voix élevée. J'ai simplement pris mon manteau sur la chaise de l'entrée, je l'ai boutonné,
et je suis sorti de ma propre maison comme si j'avais fini d'être l'hôte d'un dîner qui avait duré 22 ans de trop. À 23h30 ce soir-là, j'étais assis en face de mon avocat dans son bureau. Il était resté tard à ma demande. Je lui ai remis la clé USB, mes notes, les journaux financiers, les captures d'écran, tout. Il a regardé le dossier, puis moi. Vous êtes sûr que vous êtes prêt? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois, ouvert son ordinateur portable et commencé à rédiger la requête en divorce. Divorce pour faute, citant l'infidélité et le détournement des actifs financiers communs. Le lendemain matin, l'enquête à son entreprise a commencé. Antoine, l'ami au juridique, m'a envoyé un message discret. Le moteur tourne. Elle va être convoquée aujourd'hui. À 10h17, Cédric a été mis à pied. Ce même homme suffisant qui portait un toast au fait de s'amuser se retrouvait maintenant suspendu en attente d'enquête interne. Ils avaient signalé les reçus de voyage, les réservations de chambre, les journaux de divertissement clients sans client réel. Le tableau Excel que j'avais remis ne laissait aucune ambiguïté. Ce n'était pas de la spéculation. C'était du vol à grande échelle. À 11h42, ma femme m'a envoyé un SMS. « S'il te plaît, on peut parler ? Je ne savais pas que c'était allé aussi loin. Je ne pensais pas que tu ferais ça. » Je n'ai pas répondu. À midi, les RH l'ont convoquée. Elle avait été en réunion toute la matinée à essayer de sauver les apparences. Mais une fois que le directeur de la conformité lui a montré le dossier et la piste d'audit, le ton a changé. Ils lui ont demandé de rendre son ordinateur portable, son badge d'accès a été révoqué. Elle a été invitée à travailler de chez elle en attendant un examen plus approfondi. Pendant ce temps, Adrienne a déposé sa propre plainte. Par le biais de son avocat, elle a cité la détresse émotionnelle, le préjudice de réputation et le détournement des fonds conjugaux communs. Sa plainte était parfaitement chronométrée pour tomber le même jour où l'entreprise de Cédric recevait le paquet du lanceur d'alerte. Le même paquet que j'avais soigneusement assemblé avec des dossiers correspondants. Un pour les RH, un pour le comité d'éthique, et un scellé pour le conseiller général du conseil d'administration. Ma femme a essayé d'appeler à nouveau ce soir-là. J'ai laissé sonner. Puis à 19h12, elle s'est présentée à mon appartement temporaire, pas en criant, pas en pleurant, juste en tremblant. « Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment », a-t-elle dit. « Tu as toujours été si passif. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « C'est ce qui a rendu la chose si facile pour toi, n'est-ce pas ?» Elle n'a pas répondu. « Tu n'as jamais pensé que je riposterais. Tu pensais que j'allais juste absorber le coup. » Sourire. Rester silencieux. Continuer à payer. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé une main. Tu as transformé ma loyauté en arme. Tu as pris ma patience pour de la faiblesse. Elle s'est repliée sur elle-même. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit. Tu as construit une vie autour d'un mensonge. Tu ne pensais juste pas que je serais celui qui la réduirait en cendres. J'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un appel de mon avocat. Elle prend un avocat, a-t-il dit. On bouge en premier. Son entreprise va probablement proposer un accord juste pour éviter la presse. Je me suis assis dans le noir, seul. Enfin. Les retombées avaient commencé, et il n'y avait plus de sortie de secours pour elle, pour Cédric, pour quiconque pensait que cela finirait par une conversation polie. Une semaine plus tard, la maison était calme d'une manière qui ne ressemblait pas à la paix, mais plutôt à des séquelles. Les meubles toujours en place, les photos toujours au mur, mais quelque chose de vital avait été vidé. Pas de chagrin, pas de culpabilité, juste de l'apesanteur. Comme si la gravité émotionnelle qui m'avait maintenu épinglé à cette vie avait finalement lâché prise. Elle se tenait au pied de l'escalier, pliant des pulls dans un sac de sport comme si elle partait en vacances au lieu d'être exilée. Pas de maquillage, pas de sourire, juste ses yeux fatigués qu'elle avait toujours utilisés pour détourner la responsabilité. Maintenant vide, flou. Elle a zippé le sac à moitié, puis s'est assise sur la dernière marche et m'a regardé. « C'était toujours ton plan ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste déverrouillé mon téléphone et transféré l'email qui avait atterri dans ma boîte de réception 20 minutes plus tôt. Objet, rupture de contrat pour violation de politique. Ça venait du département RH de son entreprise. Froid, procédural,
juridiquement blindé. Il n'avait pas attendu la fin de l'enquête éthique. L'utilisation documentée des fonds de l'entreprise, le risque de réputation, la relation avec un subordonné, tout cela s'additionnait à une conclusion simple. Nous n'avons plus besoin de vos services. Elle a entendu le ding de son téléphone à l'étage. Je n'ai même pas eu besoin de dire un mot. Elle savait ce que c'était. Ses mains tremblaient alors qu'elle se levait lentement, marchait vers la console du couloir et prenait son téléphone, le déverrouillait. Elle l'a lu. Ses lèvres ont bougé alors qu'elle lisait l'objet à voix haute. Puis le silence. J'ai attrapé mes clés sur le crochet, jeté un dernier coup d'œil à la cuisine. La même cuisine où je m'étais tenu derrière elle, silencieux alors qu'elle riait au toast de Cédric comme si je ne comptais pas. La même cuisine où j'avais rincé du rouge à lèvres sur des verres qui n'étaient pas les miens et planifié sa chute pendant qu'elle faisait défiler TikTok avec son vin. J'ai marché vers la porte d'entrée. Derrière moi, j'ai entendu sa voix. À vif, petite. S'il te plaît. Ce n'était pas une exigence, pas même une vraie demande, juste le son de quelqu'un réalisant que le monde qu'il avait construit sur la fraude et l'autosatisfaction s'écroulait. Que l'homme silencieux qu'elle avait sous-estimé était celui qui tenait les murs. Et maintenant, il avait fini. Je suis sorti dans l'air d'automne. Frais, propre, honnête. Et derrière moi, à travers la porte, je l'ai entendu sangloter. De vrais sanglots. Des sanglots laids, haletants, d'effondrement. Et je n'ai pas eu pitié. Je ne me suis pas senti triomphant. Je me suis senti libre. Pas d'une manière poétique avec des oiseaux qui volent et le soleil sur le visage. Pas de métaphore, juste de la clarté. J'ai marché jusqu'à ma voiture, me suis glissé sur le siège conducteur, et je suis resté là un moment, téléphone en main. J'ai ouvert le dossier cloud. Chaque message, chaque photo, chaque reçu, tout était là. Organisé comme un dossier criminel. Et je l'ai supprimé. Pas par pitié, mais parce que je n'en avais plus besoin. Il n'y avait plus de dossier à construire, plus de vérité à prouver, plus de combat à gagner. La guerre était finie, et je m'étais déjà éloigné des ruines, toujours debout.